Cette vidéo est chapitrée. Cliquez sur le timecode dans la description pour accéder à la partie vidéo qui vous intéresse. Bon visionnage. Et on va passer à la 6e question alors. Alors c'est une question que moi j'ai lancée comme ça, mais mon ami Kevin, si tu regardes, m'avait dit peut-être que ça n'a pas trop de sens comme question. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi la question que j'avais envie de poser c'est pourquoi vous avez donc des personnes qui s'intéressent qu'aux langues étrangères, donc juste à apprendre les langues, et pas à la linguistique. Et ou inversement, il y en a qui vont s'intéresser qu'à la linguistique et les langues juste comme support, mais pas... Bah parce que c'est pas la même chose. Voilà, parce que déjà les gens connaissent l'enseignement des langues, mais pas la linguistique. Parce que tout le monde a pris des cours des langues dans sa vie en fait, à l'école, voilà. Mais ils savent pas c'est quoi la linguistique en fait. Moi j'ai découvert la linguistique à l'université, je sais pas. Ah oui, moi aussi complètement, j'ai même découvert la linguistique hyper tard à l'université, quand je suis rentrée en master. Hein. Ah, moi je faisais un cursus lettres et il y avait de la linguistique. Ouais, moi j'en ai pas eu, j'étais en prépa et il n'y avait pas de linguistique. Voilà. Donc, je crois que les gens savent pas que ça existe. Tu connais les langues, tu connais l'enseignement des langues, mais en réalité il n'y a pas besoin de parler beaucoup de langues ou d'aimer les langues pour aimer la linguistique. Il y a une linguiste, elle est à Nantes maintenant. Au départ elle a fait des maths, hein. Elle est mathématicienne. Donc, Giorgio pareil, un collègue à nous pareil qui... Donc en fait la linguistique c'est plus une science, au sens où tu peux avoir plusieurs approches. Il y a une approche plutôt mathématique, plutôt psychologique, psycholinguistique. Enfin, tu vois, tu as plein d'approches plutôt physiques, en fait, aussi, ou plutôt informatiques. Ouais, tu peux créer des outils linguistiques, de l'intelligence artificielle et tout. Mais pour autant, tu peux très bien savoir coder des outils linguistiques super pointus, mais pas connaître une seule langue à part la tienne, quoi. Ça veut rien dire. Et à côté de ça, tu peux adorer les langues pour le côté littéraire et l'usage que tu fais de la langue, mais pour autant en avoir rien à faire de la grammaire et du fonctionnement du langage, quoi. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Ouais, c'est comme dans tout, en fait, c'est comme l'informatique, il y a énormément de sous-parties. Et moi, avant, on disait, toi, t'es plutôt un geek, t'es fort en informatique, alors j'y connaissais rien, je sais pas monter une tour. Et parce que moi, mon truc, c'était le multimédia. C'est pareil pour linguistique. Si t'es spécialisé en psycholinguistique, on va dire, est-ce que tu connais je sais pas, en phonologie, machin? Tu vas dire, bah non, je connais pas, je connais que... Enfin, tu connais peut-être un peu, mais tu grattes la surface, tu connais pas en profondeur, quoi. Et encore, tu fais des langues, enfin, nous, le bac, tu le passes, t'as jamais entendu parler de phonologie toute ta vie, quoi. Tu vois, c'est un mot que tu connais pas. Donc, phonétique, déjà. Phonétique, un peu plus, parce que... prononcer correctement la Phonétique un peu plus, mais phonologie pas du tout. Et puis alors la différence entre les deux, n'en parlons pas. Hein. Mais oui, effectivement, c'est la même différence. En gros, c'est comme si tu étais un très bon joueur de jeux vidéo, mais ça veut pas dire que tu sais coder un jeu vidéo. Voilà. Tu vois. T'es un utilisateur. T'es un utilisateur, voilà, qui aime t'es rapide au clavier, plein de trucs, voilà, t'es rapide, t'as des compétences. Ça veut pas dire que tu serais capable d'analyser le code qu'il y a derrière un jeu et pourquoi il fonctionne comme ça et tout ce qu'il y a derrière, quoi. Parce que les informaticiens, ils tapaient tellement lent au clavier, ils savaient pas où était le A, le machin, et pourtant c'est les informaticiens, et à côté les gamers ils s'énervent, ils disent mais t'es informaticien et tu sais pas... Donc voilà, donc c'est vraiment deux disciplines différentes en fait, et après t'as les affinités que t'as, mais clairement c'est pas parce qu'on aime les langues qu'il faut aller faire de la linguistique. Mais c'est intéressant comme parallèle qu'on fait, parce que je crois que les gens font toujours l'amalgame. Quand ils connaissent pas bien la linguistique, ils se disent c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de langues. Et informaticien, quelqu'un qui est fort aux jeux vidéo, c'est un informaticien. Donc les gens font vite le raccourci, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est un raccourci qui pose problème parce que du coup, il y a plein de gens qui se dirigent vers des études de linguistique, par exemple. Ils vont dire on va faire adorent les langues, alors qu'en fait pas du tout. Et inversement, des gens qui passent à côté d'une vocation parce que ils se rendent pas compte que en fait ce qu'ils aiment dans les maths ou ce qu'ils aiment dans la physique et tout, en fait c'est des trucs où ils s'épanouiraient à fond dans la linguistique, quoi. C'est dommage. Peut-être aussi, il y en a, ça paraît que c'est une approche plutôt scientifique, du coup, la linguistique. Complètement. Et il y en a, ils ont peut-être un profil plus littéraire, où il faut peut-être... Exactement. Je pense qu'on va lire beaucoup de bouquins de, je sais pas, de il y a des disciplines quand même, c'est ça. Des sous-disciplines de la linguistique. Comme quoi? Bon, genre, si tu fais de la linguistique historique, quand même, tu fais aussi de la littérature. Si tu analyses, je sais pas, des trucs, comment dire, des échanges des lettres, il faut quand même, tu vois, savoir colloquer à une époque, connaître un peu... Donc, il y a des disciplines qui sont des sous-disciplines un peu plus littéraires, voilà. Mais le gros de la linguistique, c'est vrai que c'est avant tout scientifique. Et en plus, même quand c'est littéraire, t'as une démarche scientifique sur la littérature. Tu vois, j'ai un copain qui fait une thèse en lettres. Sa démarche scientifique a rien à voir, même avec ce que quelqu'un ferait en linguistique
historique, par exemple. Rien à voir, c'est pas du tout les mêmes questions, c'est pas les mêmes méthodologies, c'est pas du tout la même approche. Donc, de toute façon, quand tu fais de la linguistique, t'es un scientifique, ça c'est clair et net, hein, t'es pas un littéraire. J'ai jamais été un littéraire. Moi non plus. De toute évidence. La littérature, ça me faisait chier, je me dis, mais c'est trop abstrait, machin, c'est pas... Non, moi j'aimais bien, mais j'ai bien aimé à partir du moment où... mais c'est pareil, hein, j'ai un bac L pourtant. Hein. La littérature, j'ai commencé à apprécier vraiment en tant que science, si on peut dire, en prépa en fait, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre comment on problématisait vraiment... Qu'est-ce qu'il y avait derrière une problématique en littérature, enfin tu vois, c'est toutes ces matières-là en fait, c'est des trucs, mais même la philo, c'est des trucs que j'ai commencé à apprécier en prépa quand j'ai commencé à comprendre exactement comment on problématise et comment on raisonne pour répondre à une problématique, enfin de façon poussée, avancée quoi. C'est des trucs qu'on m'avait pas appris avant le bac. D'accord, bah, la question suivante est très très liée à le petit débat qu'on vient d'avoir maintenant. C'est, on en a un petit peu parlé aussi précédemment. C'est, moi ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs cette question-là. C'est pourquoi, à votre avis, la linguistique est un domaine d'études qui est si peu médiatisé et populaire, enfin en France quoi. Pourquoi, par exemple, à l'étranger, on va très facilement faire partout dans toutes les villes. Ah, je fais un master de linguistique, un truc. Et ici. Par exemple à Montpellier, moi, il n'y a pas du tout de linguistique, il n'y a rien quoi. On gratte la surface. Tu veux la réponse polémique ou la réponse politically correct? La réponse consensuelle ou vous qui voyez. Je pars à polémique, mais après non, on part polémique. Polémique. Voilà, polémique. Bah, moi je remarque qu'en France, les étudiants qui s'inscrivent à l'université et les parents qui viennent aux journées portes ouvertes, voilà, et tout ça, pensent déjà à leur fils et les étudiants eux-mêmes à un possible travail futur. Et ils ont l'impression que la linguistique ne peut pas ramener directement un travail. Voilà. Et étant donné qu'il y a beaucoup cette façon de réfléchir très pragmatique, je trouve en France, on fait des études pour être quelqu'un un jour dans la société, avoir un travail, les gens choisissent plutôt des universités qui ramènent un travail, quoi que ce soit en plus. Hein. Voilà, même pas. Donc, enseigner à l'école, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Étant donné que la linguistique est pas trop bien connue, on ne connaît pas les applications pratiques véritablement, étant donné que enseigner les langues et linguistiques pour les gens, c'est toujours la même chose. Ils font pas trop, selon moi. Hein, je sais pas si c'est comme ça. Non, mais je pense que c'est effectivement un des éléments, et en fait, la cause de ça, si on peut dire, c'est que en fait, les chercheurs en linguistique, je pense, les chercheurs et le milieu académique d'une manière générale sont les premiers aussi à pas vulgariser leurs recherches. Et du coup, un étudiant qui sort du bac, par exemple, il a aucune raison de savoir ce que tu peux faire avec un diplôme de linguistique, alors qu'en réalité, tu peux faire énormément de choses. Franchement, ça ouvre plein de portes dans plein de domaines. Tu peux avoir toutes sortes d'approches, enfin vraiment il y a énormément de possibilités professionnelles en réalité à la sortie. Ça. Mais comme c'est un milieu qui n'est pas du tout vulgarisé auprès des jeunes, et auprès du grand public d'une manière générale, les gens pensent que ça ne rapporte, que c'est ils connaissent pas et ça que c'est pas porteur quoi. Alors qu'en réalité ça l'est, c'est juste qu'on le sait très mal quoi, on le sait pas. En fait, avec un diplôme en linguistique, il faut que toi-même tu cherches un travail, personne ne va rien te donner en fait. On fait pas des blagues, on n'est pas des ingénieurs en fait, où il y a des postes spécifiques pour nous. Il faut toi-même créer ton propre travail un peu, tu vois, ta filière, choisir ta filière, voilà, tu peux travailler dans une entreprise comme travailler à l'école, donner des cours, c'est très large. Donc c'est vrai que c'est un peu dépaysante en fait. Des paysans, voilà. Parce que les gens rentrent à la fac pour ensuite avoir un travail directement, avoir déjà une idée, je vais faire quoi, mon emploi de temps, donc mais ça j'étais allée à une conférence une fois où la première personne qui parlait, c'était super intéressant. Elle était linguiste en entreprise justement, et elle disait que aujourd'hui, donc c'était notamment de la linguistique appliquée, puisqu'évidemment tout ce qui est linguistique ultra théorique, c'est pas immédiatement rentable, donc en entreprise, on imagine moins bien que ça puisse avoir sa place. Mais en linguistique appliquée, en réalité, il y a plein de choses à faire.
Et elle disait que, contrairement aux ergonomes, qui eux ont vraiment trouvé leur place dans l'entreprise, les linguistes s'étaient pas encore imposés, alors ils auraient leur place en entreprise. Tu vois, il y a plein de choses à faire. Elle travaillait, pardon. Elle travaillait pour des boîtes type Airbus, où elle analysait notamment le discours entre le pilote d'avion et la tour de contrôle, pour essayer de maximiser, d'optimiser la façon dont ils se parlent, pour éviter les accidents bêtes, pour améliorer le circuit, enfin voilà, pour toutes sortes de choses. Et donc, voilà, on pourrait se dire Airbus, le rapport avec la linguistique, c'est quoi? Mais en réalité, tu peux faire de la linguistique dans tous les domaines. Et le problème, il vient aussi c'est un peu la faute aussi des linguistes eux-mêmes, qui se sont jamais imposés en entreprise au point de montrer qu'ils sont indispensables et que en entreprise aussi, on a besoin d'eux, quoi. Alors que les ergonomes, les psychologues, eux, ils ont tous leur place en entreprise aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Et pas les linguistes. Alors qu'en fait, ils pourraient et ils devraient. Mais ils le font pas. Et c'est dommage parce que... J'avais vu par une annonce, ils cherchaient un linguiste sur Airbus. Parce que, c'est une parenthèse, un médecin travaille pour Air France et donc il m'avait envoyé un truc. Bah donc, voilà. Ça commence, mais honnêtement, je pense que ça va bouger d'ici quelques années. En fait, les linguistes commencent à prendre conscience qu'ils peuvent aussi apporter des choses à l'industrie privée. Et pas être obligé de rester cantonné ou faire de la linguistique informatique, et là tu peux partir chez Google et ce que tu veux, ou faire de la linguistique théorique et devenir prof et rester dans l'université. Aujourd'hui, il y a un troisième chemin qui est possible. Les linguistes commencent à en prendre conscience et ils commencent aussi à aller vers là et à commencer à s'imposer en entreprise. C'est pas fait, mais je pense que dans les années à venir, ça va changer un petit peu. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire un lien entre l'académie et l'entreprise au moyen des stages des étudiants en entreprise. C'est ça le truc qu'il faut faire, en fait, au final. Voilà. Pas que des stages dans des écoles, faire découvrir qu'il y a aussi d'autres possibilités. D'accord, c'est assez intéressant du coup. Mais oui, effectivement, comme vous dites, c'est très méconnu un peu. Puis en plus, le linguiste, il collabore souvent avec des ingénieurs, des choses comme ça, donc il y a pas mal de... Ouais, ça dépend. En com, par exemple, aussi, ils peuvent travailler. Je sais qu'en com, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus de place pour les linguistes, parce que les gens pensent linguistique égale analyse du discours. Bon, c'est un énorme raccourci, puis l'analyse du discours, c'est une discipline parmi tant d'autres. Mais du coup, pour le coup, les linguistes qui font de l'analyse du discours, ils ont pas mal leur place en communication. Et aussi les gens qui font du traitement automatique des langues. Et eux, et parce ceux que qui font l'étal, c'est le futur, en fait. Voilà, donc tu trouves n'importe où, hein, c'est assez... Ah oui, si tu fais de la linguistique informatique... C'est pas facile, TAL, hein. Non, c'est super difficile. C'est pas facile, mais c'est porteur des travail, c'est sûr. Ouais, ça marche très bien. Mais tu peux trouver aussi dans d'autres disciplines, heureusement. Bah, en fait, si tu veux, tu peux tout trouver. Voilà. C'est un message positif. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est sa mentale, la positive attitude. Hein. Si tu veux, tu peux. Oui, moi j'y crois, hein, à fond. Cool. D'accord. Et pourquoi à l'étranger, par exemple, ils n'ont pas cette vision-là? Ils ont peut-être une vision un peu plus, un peu moins pragmatique, du coup. Bon, peut-être aussi il doit y avoir des filières, des spécialités en linguistique qui sont moins populaires en France. Peut-être la linguistique historique qui est plus... c'est plus germanique que francophone. Bah, même Italie, hein. En Italie, la linguistique historique... elle marche bien. Ouais. Ah ouais. Bah, on aime bien. Bah, en fait, il y a un peu la linguistique européenne. Donc c'est un peu tout ce qui est philologie, tout ça. Et un peu plus la linguistique, je dirais, à l'américaine, même s'il n'y a pas eu que les Américains, mais à anglo-saxonne, où là, pour une raison que j'ignore, la France est plutôt... Bon, elle est un peu sur les deux, hein. Il y a de la linguistique historique en France aussi, bien sûr, mais il y a un gros pôle de linguistique plutôt à l'américaine aussi. C'est un peu inexplicable, mais... Bah, en Italie, ça marche pas du tout, la linguistique. Hein. Ouais, sciences du langage, comme nous on fait, il n'y a pas. Ah, ça n'existe pas déjà des licences en sciences du langage. Il n'y a que le master, en fait. Voilà, donc, Mais en Allemagne, par exemple, je pense que c'est deux cursus complètement différents. Si tu fais plutôt de la philologie ou si tu fais plutôt genre de la psycholinguistique, oui, tu vas faire deux cursus complètement différents. Il y en a un où tu vas limite faire de la médecine en fait en cours et tout, et l'autre où tu vas faire vraiment de la philologie presque littéraire. Après, c'est une question aussi des moyens. Pour faire de la médecine, il faut avoir des machines. À l'université en Italie, étant donné qu'il n'y a pas d'argent, on n'a pas des machines, donc il vaut mieux étudier sur des bouquins. Ouais. Ça coûte moins cher. Genre parfois c'est pour ça aussi que les États-Unis sont très forts dans la recherche et tout ça, parce que c'est une question des moyens en fait. Moyens, bien sûr.
Et je pense que la deuxième chose là-dedans, cette différence dans les cursus universitaires, c'est un peu dû aussi au fait qu'en France, il y a une espèce de sacralisation du diplôme. Non. Alors que c'est pas parce que t'as un diplôme que t'es compétent, et c'est pas parce que t'as pas de diplôme que t'es incompétent, tu vois. Mais en France, il y a un peu cette manie qu'ont les entreprises ou les gens d'embaucher que des gens qui ont un certain diplôme. C'est rare les personnes qui prennent un risque et qui prennent quelqu'un qui n'a pas le diplôme attendu ou qui n'a pas de diplôme du tout, en se disant, moi cette personne-là j'y crois, je pense qu'elle est compétente, je tente le coup. Et du coup, en fait, ils se basent exclusivement sur les diplômes, ils se basent beaucoup sur les diplômes au lieu de regarder un peu au-delà. Et du coup, si ton diplôme, il s'inscrit pas directement dans ce que recherchent les entreprises, à moins de tomber sur quelqu'un qui va te donner ta chance. Moi, ça m'est arrivé, hein, ça veut pas, ça existe, je dis pas que ça existe pas. Moi, ça m'est arrivé en entreprise qu'on me donne ma chance dans des trucs qui avaient rien à voir avec la linguistique, alors que j'avais juste un diplôme de linguistique, hein, c'est pas du tout... il y a des gens qui tentent le coup, heureusement, mais dans les grosses entreprises, avec des bons postes enfin voilà, qui mènent un peu loin, si t'es pas si t'as pas le diplôme qu'il fallait dans telle discipline et tout, t'as moins de chances que les autres. Et ça revient aux gens qui terminent les bacs. S'ils choisissent pas la bonne filière, après, ils ne peuvent pas accéder à tous les travaux qui... Donc, oui, tout à fait. Ouais. Mais en plus, il y a plein d'autres critères à l'embauche. Il y en a, ils regardent, comme vous me dites, comme tu dis, beaucoup de... exactement le diplôme qu'il faut, etc. Mais par exemple, la motivation, c'est-à-dire que si le gars n'a pas forcément le diplôme, mais il fait ses preuves par la suite, par une grosse motivation, ou... voilà, c'est-à-dire que quelqu'un il peut avoir le diplôme, mais il y va, il est un peu modéré en termes de... Voilà, il fait pas ses preuves forcément, donc il y a tout un tas de critères. Ouais, mais encore faut-il qu'on lui donne sa chance, tu vois, et des fois on leur donne pas leur chance aux gens qui n'ont pas eu le diplôme qu'il fallait ou qui n'ont pas eu le diplôme tout court, quoi. Il y a des gens qui sont complètement autodidactes, qui sont hyper compétents dans des trucs, inversement des gens qui ont suivi les études qu'il fallait mais qui sont pas bons, quoi. Ça arrive, mais bon, on a un peu on a un peu peur de prendre des risques, j'ai l'impression, à l'embauche en France. C'est vrai que ça c'est très français quand même, si on n'a pas exactement fait le cursus qu'il faut, on peut pas, comme tu disais par rapport au bac, moi je me souviens j'avais commencé un petit peu avant de commencer les études de langue, j'avais fait un semestre d'informatique mais j'avais pas fait S, et du coup je me suis retrouvé là-bas, on parlait des nombres complexes, je les avais pas fait, donc j'étais bien dans le caca à ce niveau-là. Et du coup, j'ai essayé de un petit peu me renseigner et tout, mais j'avais pas fait ça, c'était impossible, je pouvais pas m'en sortir. Mais ça, c'est le problème, c'est qu'on est spécialisé beaucoup trop tôt quand on est ado, quoi. Enfin, moi, c'est pareil, tu vois, j'ai fait une section L, résultat des courses, j'ai plus fait de maths depuis quasiment 15 ans, quoi. Enfin, c'est... Wow. Mais oui, alors qu'en réalité, ce que je fais tous les jours et ce qu'il y a dans ma thèse, franchement, c'est plus proche des maths que de la littérature, quoi, ou de la philo. Moi, je fais un bac S et je fais lettres. Et j'ai un bac +3 lettres. Parce qu'en Italie, tu peux tout faire. Mais c'est plus facile d'avoir un bac L. En France, si t'as un bac S, c'est plus facile de faire la littérature après que faire bac L et faire des... Moi, je connais des gens qui font bac L qui sont médecins maintenant. Oui, bien sûr. Parce qu'en Italie, tout est possible. Ah non, mais moi aussi, en France aussi, c'est possible. Mais du coup, tu dois beaucoup plus rattraper. Tu vois, t'as beaucoup plus d'écart en fait. Sur le papier, c'est possible. Ça arrive, mais il y en a 1% qui arrive à sortir leur épingle du truc, quoi. Donc, je crois que c'était Sarkozy qui disait d'ailleurs, je vois pas pourquoi il faudrait un bac S pour faire médecine. Il était comme ça et il s'énervait, je crois, par rapport à ça. Il me dit, putain, médecine, le gars il a bac L, comment il fait pour tout le programme, quoi. Alors qu'en réalité, les humanités peuvent apporter énormément de choses. Enfin, t'imagines si tu connais que de la physique, de la biologie et des trucs comme ça pour être médecin, ça t'apprend pas le rapport humain, ça t'apprend pas, ou même ça t'apprend pas forcément à réfléchir. Hein. Des fois, il faut savoir faire un peu savoir analyser une situation, savoir analyser des symptômes, tout ça. Je veux dire, c'est pas une question de maths et c'est pas une question de physique. Hein. C'est une question de compétences de raisonnement cognitive. Donc, je veux dire que t'aies fait L ou S. On s'en fout. Ça revient au même, quoi, finalement. Mais est-ce que... Ça, c'est hors sujet. Pas hors sujet, mais bon. Est-ce que les L et les S, ils sont vraiment très différents? Ah oui, rien à voir. L, c'est tellement léger en sciences. Moi, je fais plus de sciences depuis la première. Même depuis la seconde, parce qu'en seconde, c'est encore un tronc commun. Et en première, après, tu commences à faire... tu rentres dans ta section, et du coup, tu fais plus que des maths et de la physique de L. Alors, les maths et la physique en L... Même moi j'étais bonne, quoi. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Moi j'ai fait ES, et même ES c'est léger. Quoi, ES?
économique et social. Et en fait, ES, il y a quand même des maths jusqu'au bac et tout, mais c'est des maths appliquées, c'est pas des maths théoriques, donc il n'y a pas les vecteurs, les trucs un peu... Et la biologie, j'ai jusqu'en première, et la physique, j'ai arrêté en seconde. Donc voilà quoi, c'est bon, j'ai pas fait non plus une fac de sciences, mais tout ce qui est maths et tout, disons que le jour où tu veux repartir vers autre chose, il y a vraiment beaucoup de trop. C'est-à-dire que c'est un bac général qui est censé être équilibré, il est équilibré, mais c'est pas scientifique, c'est-à-dire que si tu veux faire de la science, c'est impossible quoi. C'est-à-dire que des STI avaient beaucoup plus de bagages scientifiques pour faire une filière informatique, par exemple, ils étaient vachement plus calés que moi qui fais un bac général, enfin... Donc en France c'est vraiment comme ça. Non. Et c'est dommage parce qu'en réalité rien n'est irréparable quoi. Enfin, je veux dire. Surtout à 18 ans même pas. Moi tout ce que j'ai appris en linguistique, en sciences du langage, donc pas parce que ça c'est le truc drôle aussi, c'est que moi j'ai un master de linguistique, mais j'ai un master de linguistique à l'ancienne. En réalité mon master c'était plus de la philologie un peu bof. Enfin en réalité j'ai suivi un super mauvais cursus. J'ai tout rattrapé avant la thèse. Donc j'ai rattrapé un master entier dans toutes les disciplines en un an quoi. C'est pas infaisable. Si t'avais un double master. Ouais bah oui et non. Parce que mais c'est après, quand même de la avec linguistique. son prépa, elle était entraînée à travailler beaucoup. Et puis surtout je suis entraînée à aller chercher l'information, à essayer de comprendre. Et en réalité quand tu poses les trucs à plat, t'essayes de comprendre un truc qu'on t'a jamais expliqué, au bout d'un moment tu finis par comprendre. Je veux dire, il faut savoir raisonner, il faut savoir chercher l'info. Il faut pas avoir peur d'aller chercher des trucs. La thèse, c'est pareil. Si un jour on m'avait dit que je saurais faire des stats, je t'aurais jamais cru. Et en fait, s'il y a un truc que t'apprends en thèse, et moi du coup je l'avais même compris un peu avant, c'est que tu peux tout faire, tu peux tout apprendre, même si t'as pas les cours, même si t'as pas le prof en face. Aujourd'hui avec Internet, t'as tous les outils pour apprendre de tout. Il suffit juste d'être méthodique et faire attention à ce que tu fais et être motivé, un peu parce que c'est la motivé et un peu discipliné. Mais aujourd'hui, des cours excellents, il y en a en ligne. Tu vas sur le Collège de France, le site du Collège de France, il y a des cours excellentissimes en ligne. En plus, en ligne, tu peux mettre sur pause quand t'as pas fini de prendre tes notes. Ça fait gagner du temps. En réalité, aujourd'hui, tu peux tout apprendre. Il faut juste être très motivé et méthodique. Mais en réalité, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de choses insurmontables. C'est un mythe un peu créé par cette sectorisation tout de suite quand tu es à l'école. Puis on dit d'ailleurs qu'on va de plus en plus favoriser les MOOC, enfin les plateformes d'auto-apprentissage avec un max de vidéos. Faut qu'on en parle aussi d'ailleurs, ça. Ouais. J'ai trop envie de créer un MOOC, mais... Non, moi non. Je vais en créer cette année, d'ailleurs. C'est vrai ? Ah, bah voilà. Bon, on va en discuter après. Ouais. Moi, à suivre, à faire à suivre. Je fais déjà ça comme travail, donc... j'ai fait des cours aussi vidéo, mais c'est pas facile, hein. Oui, je sais, mais... pas des feedbacks. C'est un peu... Voilà. Et après, moi, comme dans l'autre émission, j'ai déjà dit, je fais ça déjà comme travail, donc je passe pas aussi mon temps libre à faire des cours encore. Genre, c'est quoi ça? Non. Ouais, mais moi, ça me manque justement de donner des cours. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Oui. Alors, mais si tu aimes bien enseigner, c'est une bonne possibilité en fait. Mais moi... Puis c'est une façon différente d'enseigner, je trouve que c'est intéressant. Oui, mais... Et l'avantage, c'est qu'une fois que ton contenu il est en ligne, t'as pas à le répéter 12 000 fois, il est accessible potentiellement à toute personne qui s'intéresse au sujet. Oui, ça aussi c'est énorme. Attention, parce que ça c'est un... Je sais pas si on dit ça, un couteau à double... C'est à double tranchant. Voilà. Parce qu'il est là, en ligne, pour accessible à tout le monde. Et on sait très bien que parfois les cours, surtout les premiers cours qu'on donne, ils sont un peu brouillants, genre... je sais pas, quand même ça... Oui, mais le jour où t'es plus contente du contenu, tu le retires. Oui, mais les gens peuvent les regarder et soit après tu postules pour des jobs si tu veux rester dans la même discipline. Ouais, je sais pas. Voilà, je sais pas. C'est tout un sujet à débat en fait. Moi je trouve que c'est pas... En fait, moi je pense qu'il faut pas tellement avoir peur de mettre des trucs en ligne parce que sinon tu fais jamais rien. Non, mais pour les choses techniques, moi je trouve que c'est bien en fait. Voilà, pour apprendre des choses techniques, mais pour des cours... on parlera de ça après en fait. Après je trouve que quand je dis que j'ai envie de faire un MOOC, j'ai pas forcément envie de partir dans des trucs super compliqués. Oui, trucs basiques. Des trucs de base où pour le coup il y a des connaissances fixes qu'on peut enseigner sans trop de risques. Il y en a et qui sont rarement accessibles en plus au grand public parce que personne l'a jamais fait et ça peut valoir le coup. Mais on en discutera. Non, donc on va parler de ça au déjeuner. Moi, ok. Non, pas des alors, rien à voir avec ça, mais de la 8e question, mais on en avait parlé un petit peu avant.
C'est encore par rapport au doctorat. Donc là c'est question plus personnelle. Quelles difficultés vous avez rencontrées pendant le doctorat? Aucune. Est-ce que tu as 3 heures devant toi? Brièvement, alors on va essayer. Et puis, ouais, qu'est-ce que ça vous a appris en termes de développement personnel et ouais, déjà ça. Moi j'ai appris le français. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi j'ai appris le français. Et quelle qualité faut-il pour réussir et se lancer dans un doctorat? Sans foutre. C'est ça, sans foutre. Être positive. S'appeler Samantha Ruvoletto. Sans foutre, c'est vrai. Hein. Moi je prends tout beaucoup trop à cœur. Voilà. C'est ça. Moi je prends les choses beaucoup trop à cœur. Je suis très investie. Enfin, je m'investis émotionnellement dans les trucs où je suis investie professionnellement. Et parce que sinon, en fait, j'envisage pas de faire mon travail sans m'investir émotionnellement. Et du coup, quand ça se passe mal, ça me rend malade, quoi. C'est détaché, voilà. Pour savoir que c'est détaché du travail. Les travails, c'est pas nous, en fait. C'est une partie de notre vie. Bah, pour tous les travails. Hein, mais c'est d'autant plus... Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est d'autant plus difficile à assimiler pendant la thèse que pendant la thèse, tu passes tellement de temps au travail. Il y a tellement de gens qui travaillent chez eux parce qu'il n'y a pas de ressources pour leur donner des bureaux, des endroits où travailler, etc. Qu'au final, s'ils n'ont pas l'autodiscipline de se dire... je travaille que dans tel endroit, à la bibliothèque ou dans un bureau, et à 19h je m'arrête et je fais ma vie. En fait, les gens ils segmentent tellement pas qu'en fait ils font l'amalgame entre leur vie et leur thèse. Et ça, c'est la porte ouverte à tous les mots, quoi. Enfin, ça te prend très vite la tête, ça t'épuise, parce que finalement la thèse, on l'oublie, mais c'est quand même, bon, c'est 3 ans minimum, mais souvent tu fais plus. Et du coup, c'est quand même 4 ou 5 ans où t'es dans une espèce de perpétuel examen. C'est 4 ou 5 ans de perpétuel devoir sur table, en fait. Et à la fin, tu rends ta copie. Mais c'est épuisant psychologiquement. Oui, c'est stressant. Ouais. C'est stressant, c'est épuisant. Et en fait, il faut vraiment avoir la force de se dire, là, je prends une pause. Le soir, je travaille pas chez moi. Je prends mes vacances. Et c'est des choses qu'on répète pas assez, mais il faut vraiment le faire parce que sinon, ça te rend malade, quoi. Ça te rend fou. Il faut vraiment avoir une très bonne hygiène de vie et être entouré par des bonnes personnes qui nous encouragent et nous font relativiser parce que c'est une thèse, hein. C'est pas... Il n'y a pas la vie de quelqu'un en jeu, quoi. C'est ça, c'est une thèse, hein. C'est rien si on imagine sur une vie entière. Donc, non, puis tu mets personne en danger. Enfin, tu vois, je veux dire, t'es pas médecin, chirurgien avec le cœur de quelqu'un dans tes mains, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, pour relativiser, il faut avoir beaucoup de gens autour de toi qui comprennent et qui sont hyper patients et qui te font relativiser, quoi. Et qui te mettent dans un espace de vie où t'es sain, où t'as un bon rythme, où t'es bien entouré et tu sens que t'es bien entouré. Ça, je pense, c'est le plus important, quoi, d'être avec des gens hyper posé, en fait. Être prêt aussi aux commentaires. On est toujours jugé quand même en candidat chercheur, parce qu'on s'expose beaucoup, on expose nos idées, nos expériences, donc être prêt aux commentaires négatifs. C'est pour ça que les trucs sur l'espéranto, c'est rien, genre. Parce que normalement, dans tout un travail de thèse, tu as l'habitude d'être jugé un peu tout le temps, donc ça c'est pas mal non plus, hein. Tu acceptes plus facilement des critiques, c'est formateur au niveau caractère. C'est vrai. Et après on apprend des choses sur nous, sur toi, et des forces qu'on ne savait pas d'avoir. Et d'une manière générale, quoi, tu te rends compte que, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, qu'en réalité, rien n'est impossible, quoi. Si moi, demain, je décide de partir dans un domaine qui n'a rien à voir, je sais que je peux le faire. En fait, tout le monde peut tout faire, il suffit juste d'y mettre les efforts nécessaires. Bon, alors après, je garantis pas que je serai une très bonne musicienne ou une très bonne chanteuse. On sait jamais. Non, c'est quoi le plus dur finalement? Est-ce que c'est le fait que ça soit si long? Parce que quand même, si tu dis 3 ans, voire 4, 5, c'est quand même super long, quoi. Ouais, psychologiquement, c'est hyper fatigant, c'est hyper éprouvant. En fait, au bout d'un moment, tu fatigues beaucoup. Et en fait, c'est long dans une situation, parce que des gens qui restent en poste 5 ans, au même endroit, il y en a, c'est pas ça le problème. C'est juste que c'est 5 ans où effectivement t'es plus ou moins en devoir sur table, un peu constamment, donc ça c'est un peu rude, où c'est toi qui gères ton temps, donc du coup t'as pas du tout cette régularité du travail en bureau. Tu travailles les week-ends, moi j'ai travaillé tous les week-ends. Tu travailles le week-end, tout ça, donc c'est un peu compliqué, donc c'est fatigant aussi. T'es pas toujours payé, ça on l'oublie, mais les chercheurs en thèse, c'est quand même des gens qui produisent des données, qui produisent des conférences, qui produisent énormément de choses, même parfois plus que des chercheurs CNRS, et qui pour autant ne sont pas toujours payés pour le faire.
Et ça, c'est scandaleux. Et les chercheurs en thèse sont aussi les seuls chercheurs, enfin les seuls travailleurs que je connaisse qui peuvent pas saisir les prud'hommes le jour où il y a un abus. Tu vois, enfin, t'as un problème, t'as un litige avec quelqu'un qui est au-dessus de toi, t'as aucun recours quand t'es en thèse. Donc en gros, t'es vraiment dans une position de faiblesse constamment. T'es souvent obligé de travailler à côté parce que t'as pas d'argent. Et malgré tout, tu dois encaisser le fait que t'es dans une situation de test et d'examen ultra éprouvante. Tout le temps. Tout le temps. Tu dois démontrer toujours des choses. Je sais quelques sons de cloche où il y a des gens qui disaient le plus dur aussi c'est le côté très solitaire. Parce qu'il y en a qui disaient faut quand même être assis à un bureau, travailler un peu tout seul. Et il y en a qui disaient qu'ils voulaient pas faire une thèse justement parce qu'ils étaient vraiment en mode je reste à la BU, je suis solitaire. Il n'y a pas beaucoup de travail d'équipe et ça c'est dommage parce que... Oui, mais tu peux les créer. C'est ça, en fait, les chercheurs, c'est ça le truc, c'est que souvent... Bon, ils ont leur recherche principale, qui fait leur corps de métier, ils font leurs expériences, ils écrivent leurs papiers, ils publient dans des grosses revues, tout ça. Mais en réalité, ça, c'est pas... c'est 70% de leur temps. En réalité, il y a aussi 30% de leur temps qui est consacré à plein d'autres projets parallèles, où là, ils sont beaucoup plus dans des équipes, où ils vont travailler avec... tu vois, moi, j'ai travaillé sur LGIDF, donc du coup, je travaille avec une équipe de phonologues, on s'échange des données, on a travaillé avec une personne qui est plutôt spécialisée en didactique pour faire les fiches les plus optimales possibles. Enfin, donc là, on a un peu travaillé en groupe. Et puis, sur d'autres projets, j'ai travaillé en groupe aussi. Enfin, tu vois, en fait, t'as toujours la possibilité de t'inscrire aussi dans des projets de recherche beaucoup plus larges, où là, t'as besoin de travailler en équipe. Et ça, il y en a de plus en plus en linguistique, en sciences du langage, parce que de toute façon, aujourd'hui, on travaille sur des chantiers tellement énormes, tu peux plus travailler tout seul. T'as pas les compétences et t'as pas le temps de travailler tout seul sur un domaine. Donc du coup, t'es obligé de construire des équipes, et là, tu fais du travail d'équipe. Et une fois que t'es chercheur CNRS ou enseignant-chercheur, t'es plus en thèse, donc t'as plus ta thèse à écrire, t'as plus cette recherche obligatoire à faire, tu peux ne faire que du travail d'équipe si t'as envie, hein. Il y aura forcément des moments où tu seras un peu plus tout seul face à ta tâche, mais tu peux ne t'inscrire que dans des projets de recherche à plusieurs. Hein. Moi, je le trouve pas hyper solitaire comme travail. Non, je dirais pas que c'est le plus problématique. Je pense par exemple à quelqu'un qui traduise, les traducteurs freelance, voilà, qui travaillent de chez eux, les gens lui envoient des textes, il doit les traduire. Là, c'est encore plus solitaire. Ouais. Mais moi, je trouve pas très solitaire. En fait. Ouais. Ou une thèse, en plus, tu vas des conférences, donc tu rencontres des gens, je sais pas, c'est quand même, il y a un côté quand même social. D'accord. T'es souvent obligé plus ou moins d'aller aussi à des séminaires, tu parles de ta recherche, tu juges celle des autres et puis tu discutes avec tes collègues. Mais de toute façon, si tu pars pas de ta recherche et tu restes chez toi, tu vas jamais déclencher un boulot après parce que personne ne connaît. Et ça veut dire que ta recherche sert à rien, donc autant pas la faire. C'est un peu des public relations aussi. Ouais, c'est vrai. Ok, très bien. Et selon vous, donc, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour vraiment réussir dans ce domaine-là? Est-ce qu'il faut être très rigoureux aussi, rigoureux, c'est sûr. Ouais. Rigoureux, mais pas trop. Discipliné. Hein, faut pas être maniaque. Non. Voilà, faut savoir. En fait, je crois aussi qu'il faut savoir lâcher l'affaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut savoir. Là, j'ai fait aussi bien que je pouvais. J'ai fait autant d'efforts que je pouvais sans m'en rendre malade. Au bout d'un moment, si j'en fais plus, ça va être mauvais pour moi, mauvais pour ma santé, mauvais pour ma thèse. Il faut savoir arrêter quand tu sens que tu as fait un produit. Voilà, tu es arrivé à un... Même pas forcément pour la thèse ensemble, hein, mais juste pour des petits trucs, pour une présentation à un colloque et tout. Au bout d'un moment, il faut savoir admettre que tu peux pas faire mieux en rapport qualité du travail, qualité de vie. Au bout d'un moment, il faut que tu trouves un juste milieu. Et il faut savoir trouver cet équilibre et pas insister et être ultra perfectionniste. Ça rend malade et c'est très mauvais pour tout, quoi. Toute ta vie. Il y a tellement de choses à faire qu'on peut pas, faut revoir un peu, faut relire ensuite. C'est ça, en fait, au bout d'un moment. Mais puis la recherche, par définition, c'est jamais fini. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est donc en gros, faut savoir admettre qu'au bout d'un moment, à l'instant T, t'as fait ce que tu pouvais faire de mieux. Et voilà, ce sera jugé comme ce sera jugé. Tu prendras les retours comme des critiques constructives, et puis tu feras mieux après, et puis voilà, et puis tu continues, et puis voilà. Au bout d'un moment, en fait, c'est exactement ce que disait Samantha. Le principe de base, la règle numéro 1 pour réussir, c'est s'en foutre. S'en foutre. S'en foutre. Non, mais et ça, vrai. Les Italiens font ça très bien. Moi, c'est un peu plus. On le fait un peu moi, plus je fais facilement. ça très mal. On a marre un peu plus facilement, en fait. On laisse tomber les choses. Ouais. Bah, moi, j'ai appris ça grâce à toi.
Ah, c'est bien. Je vais donner des cours, je vais faire des MOOC sur les sans foutre. Sans foutre. C'est vrai. Sans foutre. Vidéo. 5 règles pour s'en Mais foutre. c'est hyper important. Il y a des gens qui s'investissent tellement. Tu les vois se rendre malades pendant leur thèse. S'en foutre et aussi être un peu... Oui, c'est lancé dans... Ah oui, c'est un peu lié au s'en foutre. C'est lancé dans tout, n'importe quoi, voilà. Avoir le courage de s'élancer, avoir le courage de déposer, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de courage. Avoir le courage de partir aussi à l'étranger. Moi, je dis toujours ça, c'est quand même une expérience très importante pour tout le monde, à n'importe quel âge. Donc, c'est lié au fait des sans foutre, parce qu'en fait, les gens sont paranoïaques, donc ils n'osent pas partir parce que je sais pas quoi. Mais si tu t'en fous, faut pas se prendre la tête en fait. Je savais des billets d'avion, partez. Donc la question 9, c'est une question que moi-même me suis posée. Donc du coup, vous deux, vous êtes un peu aussi prof. Quelque part, vous donnez des cours. Donc soit toi, Samantha, tu donnes des cours à la fac. Salut les étudiants. Et Mathilde t'en a donné aussi. Ouais, à la fac aussi. Et cette année aussi. Et cette année aussi. Bon, moi je suis prof, mais pas à la fac, mais bon, passons. Donc moi, quand j'ai lu ça, donc j'en connais pas des tonnes non plus, mais vous faites un petit peu partie des profs de YouTube, on peut dire. Quand je citais ça, je pensais à Gonzague, je sais pas si vous le connaissez. Non. Gonzague qui lui est prof de fac aussi et fait aussi des vidéos sur internet quoi. Il fait des vidéos de quoi? Lui c'est plutôt humoristique, c'est des caméras cachées, des trucs comme ça. Ah oui, c'est pour ça que je connais pas. Ça c'est pas mal. Non mais moi YouTube, alors franchement le YouTube scientifique, vulgarisation, je connais tout le monde. Ouais. Mais alors par contre, mais tu vois, dès que tu sors de ça, je connais. Donc c'est mec, il est prof à la fac, il fait des pranks. C'est ça. Wow. Et justement, il a fait une vidéo en fait où il avait tout bien préparé sur un ordi, il avait mis un tableau Excel où il avait noté les filles sur le physique, tout ça, et il avait mis des commentaires et tout ça, et puis il a dit revenez, je vais aux toilettes, regardez bien là, parce que c'était un petit travail de groupe, et puis il avait marqué des conneries sur un tableau Excel, elles étaient trop choquées, en fait c'était une caméra cachée, et après il est revenu, il est ah merde, vous avez vu le fichier Excel, tout ça, c'est horrible. Et du coup, ouais, il prank ses étudiants quoi. Il prank justement, et puis bon, il y en a plein évidemment qui trouvaient ça drôle qu'il ait cette notoriété, et en même temps il faisait ces vidéos, il y avait deux visages quelque part. Ouais. Donc la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous n'avez pas des élèves des fois qui sont tombés sur vos vidéos et qu'est-ce qu'ils en ont pensé quoi, du coup, si c'était... Mes cours c'est comme mes vidéos, donc c'est bien, ça veut dire qu'ils s'amusent. Voilà. C'est comme en vidéo. Oui, mes cours, dans les vidéos je suis comme les cours. Non, c'est le contraire. Ouais, je fais les deux de la même façon. Voilà, on s'amuse, je fais des blagues, j'allais faire des trucs débiles. Non, moi je leur en parle pas à mes étudiants de la chaîne. J'assume pas encore assez. Je vais leur en parler quand je les aurai plus. Non, moi je dis tout de suite, comme ça, au lieu qu'ils trouvent toute seule et qu'ils découvrent ça, ils se disent oh, putain, qu'est-ce qu'elle fait? Je dis tout de suite. En plus, je l'ai mis sur ma page perso de la fac. Donc en fait, l'université est au courant, voilà, tout ça. Et je fais beaucoup de pubs. Plus c'est des abonnés parce que c'est des jeux, donc c'est pas mal. Et quand tu fais une vidéo, du coup, tu utilises le même ton de voix que quand tu fais un cours? Ah bah oui, comme il est aujourd'hui. Voilà. D'accord, parfois, parfois je sais pas les mots. Je dis attends, on dit comment? On dit ça? Ah non, ah ok. Donc je l'ai dit en anglais, je sais, mais de toute façon les étudiants en français ne les connaissent pas. Moi ça dépend du cours. Non, moi j'utilise les mêmes tons. Ouais, c'est comme ça, comme je suis dans la vie de tous les jours. C'est pas naturel. Après les premiers cours, j'essaie d'être un peu plus autoritaire parce que aussi je suis très jeune en fait. Et donc, bon, on sait pas quoi, 10 ans entre moi et eux, donc il faut que je mette un peu des distances en fait. Donc les premières séances où je suis un peu... je pars tout de suite des examens, je vais noter comme ça va être très dur, il faut travailler, mais ensuite après... Voilà, on s'amuse. Ouais. Voilà. Vous avez une approche un peu moderne finalement, vous êtes... assez connecté, vous êtes ce genre de choses. Donc, je montre toujours des vidéos. Là, vous savez, je sais pas, j'imagine que vous l'avez passé. Laurel et Yanni. Oui. Vous vous souvenez c'est quoi? Donc l'illusion perceptive, là, auditive. Donc j'ai fait un cours sur la perception, je fais un cours sur la perception catégorielle. Et donc au TD, j'ai expliqué pourquoi les gens perçoivent des choses différentes. Et j'ai donné cet exemple-là. L'exemple de la robe, est-ce qu'elle est noire, bleue ou blanc et or? Et donc j'aime bien, j'ai fait voir plein de vidéos sur YouTube. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal quelque part d'avoir peut-être le même
oui, de se reconnaître dans la vraie vie et en vidéo. Moi, je sais que je suis totalement différent. Le peu qu'on regardait mes vidéos, ils se sont dit aussi, ouais. On s'attendait pas à ce que tu sois comme ça. En vidéo, je suis un déconneur pas possible. C'est que humoristique, un peu vidéo, et en vrai, on dit t'es plus sérieux que ce que j'imaginais. Ouais. Même si je fais quand même des blagues, mais bon. Mais c'est souvent le cas. Hein, ouais. Surtout chez les gens qui font de l'humour, en fait. Parce que quand t'es devant la vidéo, tu fais. Oui, tu joues un rôle, en fait. Les trucs, oui, c'est ça. Mais moi, je sais pas, je pense que je suis différente. Mais moi, quand je donne les cours, je joue quand même un rôle, en fait. Oui, mais de la youtubeuse. Non, genre, j'utilise les mêmes profils. Après, bon, peut-être que dans la vie de tous les jours, je joue un rôle aussi, je sais pas. Voilà. Philosophie, attention. Qu'est-ce que je joue? Voilà, c'est ça. Tout le monde joue un rôle dans la vie, hein, de toute façon. On arrête ça. Je vais commencer des pranks en fait chez les étudiants. Bon, on va passer à la 10e question. Alors, donc là, ça parle un peu langue. Donc Samantha, toi, tu parles 3 langues, si j'ai pas de bêtises, couramment du moins. Donc l'italien est ta langue maternelle. Oui. L'anglais et le français. Oui, c'est ça. Tu parles très bien ces langues-là. Est-ce que tu en connais d'autres, des langues déjà? Parce que je sais que Mathilde, elle parle allemand, moi aussi d'ailleurs. Moi, non. J'ai essayé, mais sans réussir. Je sais pas pourquoi. Bah, j'étais pas trop motivée. Ça, c'est. Voilà. Donc, pas l'allemand. Mais la langue des signes française. Un peu. Ouais. LSF, hein. Ouais, c'est un peu. Et après, est-ce que je parle d'autres langues? Bah, connaître un peu, parce que, à nouveau, quand on est linguiste, on connaît un peu les systèmes langues, donc on peut connaître un peu comment ça marche, certains phénomènes dans certaines langues, mais de toute façon, non, franchement, je me sens à l'aise qu'en anglais, en italien et en français. Voilà. Parce que ça, c'était justement la question, c'est est-ce qu'on apprend plutôt des langues? Parce que toi, Mathilde, toi, t'avais fait ta thèse sur le coréen. Ouais. Et t'avais quelques... Je ne parle pas un mot de coréen. T'avais marqué donc dans la... Tu parles pas un mot de coréen. Kimchi. Kimchi. Et t'avais quelques notions de néerlandais aussi. Tu avais dit T'avais dit ça dans le live de vidéo. Oui, parce que tu avais fait des cours, des cours en ligne, non? Tu te souviens? Ah ouais, j'avais une application, j'avais une application sur mon téléphone, mais en réalité, le néerlandais, une fois que tu as compris comment tu passais de l'allemand au néerlandais, bon, c'est... Ouais. Je veux vexer personne, mais c'est quasiment la même langue, quoi. C'est comme entre le français et l'italien. Moi, l'italien, je l'ai jamais vraiment appris, mais si je veux essayer de me débrouiller, je peux parler avec quelqu'un dans la rue, quoi. Enfin, c'est pas gênant. Mais en fait, c'est parce que aussi j'ose, tu vois, j'y vais carrément, j'essaye, je tente le coup. Si le mot il est pas bon, bah la personne elle va me regarder bizarrement, je vais tenter autre chose et puis peut-être ça marchera. Enfin, voilà. Donc du coup, en fait, à partir du moment où tu connais des langues et que tu arrives à passer facilement à trouver disons le programme pour passer d'une langue à l'autre, c'est facile. Ouais, il faut se lancer. Voilà. Donc comme je parle déjà allemand, parler néerlandais c'est pas très difficile. Comme je parle français, l'italien c'est pareil, et puis l'anglais je l'ai appris à l'école aussi. Et puis voilà, mais par contre je parle pas un mot de coréen et je parlais pas un mot de coréen quand j'ai commencé ma thèse. Est-ce que du coup le fait que tu aies analysé cette langue d'un point de vue linguistique, ça t'a donné envie de l'apprendre comme ça ou... Alors oui, carrément. Après, je pense que j'ai plus d'affinité au départ pour une langue comme le japonais que pour le coréen. Si je devais en apprendre une en priorité. Petite pub pour ma chaîne, d'ailleurs, je fais des vidéos de japonais en ce moment. Un défi 100 jours, d'ailleurs, qui s'éternise, mais un petit extrait, là, d'ailleurs, justement. Allez, pub. Il y a 2 hiragana à vous les réviser rien qu'en allant au restaurant. Vous prenez un menu au restaurant. Menu. Un avec boucle, l'autre sans boucle. Rewind, comme re-wa-ne. Il y en a un qui est fermé, l'autre qui est courbé, et le dernier qui est bouclé. On a aussi mu et ma en katakana, que si on les renverse, ça fait la même lettre. Alors vous savez qu'il y a 2 sortes de zu, zu et zu. Pour Disney par exemple, moi je penserais que ce serait le zu smiley d'Onizuka. Bah non. Alors moi qui ai fait de l'allemand pendant très longtemps, j'étais assez content de voir qu'il y avait une combinaison en TS. Alors du coup j'ai voulu écrire marzipan à l'allemande. Bah non, ça se disait marzipan à la japonaise. Puis lire dans une langue différente, c'est toujours une grosse fierté. Par exemple, j'ai lu 37 tomes de One Piece en allemand, bah ouais, ça fait mal à la tête. Et j'ai fait la même chose avec Dragon Ball en anglais. Ah ouais, c'était le bon vieux temps. Mais un vrai BG, ça lit en japonais? Chut, 5. Et les noms japonais, on se demande parfois ce que ça veut dire. Ils sont quand même très perchés des fois. Par exemple, Kishimoto, c'est pas vraiment celui qui chie une moto. C'est plutôt celui qui vient de la rive. 30 000,76. 100 man. Tennana Roku. Ça fait beaucoup de mecs, mais ils ont de la chance. 30 000,41. Sur 100 man, il y en a ten qui chient du litchi. 30 000,49. Sur 100 man, t'en as 10 qui chient du cul.
Donc voilà, on pourrait plus le japonais que... Par affinité avec la langue. Mais en réalité, oui, le coréen, j'avais commencé un petit peu à en faire, du coup, en me disant, bon, déjà, fallait que je sache lire l'alphabet. Parce que comme je travaillais sur des données écrites aussi, il fallait quand même que je puisse déchiffrer l'alphabet. Mais c'est pas parce que tu déchiffres un alphabet et que tu sais comment on se prononce un truc que tu sais ce qu'il veut dire. Voilà. Donc voilà, après, je sais dire bonjour, au revoir, merci, mais ça s'arrête complètement là. Donc j'en avais fait un tout petit peu au début, voilà, pour au moins me familiariser un peu avec la langue. Mais sincèrement, hein, je pense que j'en connais autant en japonais qu'en coréen, alors que j'ai jamais fait de japonais de ma vie. Enfin, je regarde des mangas, alors ça, je regarde des animés. Ouais. Ça fait l'oreille. Plus pour le coréen, comme tu disais, pour l'alphabet, ça s'apprend vraiment très vite. Ouais. C'est magnifique. En une demi-heure, moi je me souviens que c'était ma première troisième langue. C'est difficile à dire quoi. Première troisième langue. Avant l'allemand, j'avais une copine coréenne à l'époque. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais apprendre Puis j'étais à fond dans la K-pop, j'étais pas mal dedans. Et du coup, j'avais essayé avec mon téléphone. Et ouais, en 30 minutes, c'était tellement logique. EO, Yeo, machin, rajoute une barre, machin. C'est tellement... il est sublime ils l'ont tellement simplifié, parce que de base, les langues asiatiques, après, ils l'ont vraiment... Par rapport au chinois et au japonais, c'est hyper simplifié. C'était justement pour simplifier l'écriture. Et il y a peu de dyslexiques, en fait, en Corée. Ah oui? Ouais. Ah, je sais. Parce que leur système d'écriture est logique. Ça m'étonne pas. Comparé à la France ou autre. Voilà. Ouais, n'en parlons pas. Mais en tout cas, moi, concernant la question des langues, quand j'étais en Italie, j'étais beaucoup intéressée à apprendre beaucoup de langues. Et là maintenant, depuis que je suis en France, j'ai du mal à me mettre avec une nouvelle langue parce que je sens que si je dois améliorer quelque chose, c'est le français. Ouais. Tu vois, je me dis non, pourquoi me lancer dans une autre langue dont j'ai pas véritablement besoin, parce que ça serait un truc, tu vois, pour moi, comme ça, pour divertissement, quand je peux utiliser mon temps pour améliorer ma prononciation de français, mon niveau de français, apprendre... Voilà. Donc ça... Mais j'ai acheté donc, cet été, je me suis dit, j'ai acheté Assimil japonais, moi aussi, mais il faut dire que c'est très compliqué. Ouais, Assimil japonais, parce que moi, j'avais justement des échos de Julien Fontanier, qui est un prof de japonais, qui sur Twitter disait ah ben c'est un scandaleux, il y a une faute ici, mais des fautes graves apparemment sur Assimil. C'est pas que ça, c'est qu'il faut être déjà dedans quand même. Hein. C'est pas des boutons qui commencent en fait. Ouais. Donc c'est plutôt du coup. Il faut déjà avoir une idée de comment de l'écriture, voilà. C'est pas. Ouais. Mais bon, j'ai acheté les livres. En tout cas, mon concernant pour le japonais, comme j'ai commencé, au début j'apprenais les langues. Il y a longtemps, c'était plutôt le vocabulaire, l'utilitaire, le plus utile dans une langue. Et puis petit à petit, comme j'ai commencé moi, à m'intéresser plutôt à la grammaire, le côté plus linguistique du truc, le japonais, les cours de Julien Fontanier sont d'ailleurs très bien faits sur YouTube. On va dire qu'avant de rentrer dans le détail, d'apprendre vraiment plein de mots, il va vraiment nous poser les bases du japonais. Il va expliquer la différence entre les lectures sino-japonaises et purement japonaises, les trucs un peu finalement théoriques. Oui. Ceux qui ne s'intéressent pas aux langues ou qui n'ont pas vraiment un attrait pour les langues, ils vont peut-être s'ennuyer. Mais moi, justement, au contraire, moi je me suis régalé. Je me souviens que quand je suis tombé sur sa chaîne, je regardais dans la même soirée 10 ou 15 vidéos comme ça. Non, mais de toute façon, moi je trouve qu'aujourd'hui, pour apprendre une langue, je préfère clairement tout ce qui est outils numériques à des trucs comme Assimil. Oui, mais moi je me suis dit, je les ramène à la plage. Tu vois l'idée? Ça fait, tu vois, au lieu de faire du sudoku, tu fais un peu d'Assimil. C'était ça le but. Oui, mais tu peux le faire aussi sur ton téléphone. Oui, tu télécharges une application sur ton téléphone. Mais à la plage. Je précise, ce n'est pas un placement de produit pour Assimil. On aimerait bien. Moi, j'en ai mis je les ai même tagués en fait. Je m'attendais quand même. J'ai mis une photo sur Instagram. Oui, j'ai vu. Au cas où vous voulez nous envoyer des trucs, vous pouvez. D'ailleurs, Assimil, j'avais utilisé leur e-méthode sur le néerlandais. J'avais commencé le néerlandais d'ailleurs. Et j'avais utilisé aussi perfectionnement en allemand et en anglais. Et j'avais trouvé ça vachement bien fait. En tout cas, moi, ça avait super bien marché sur moi. Il faisait c'était complet, quoi. Il y avait les dialogues, il y avait tous les niveaux de compétences. Les méthodes de langue, je pense qu'il faut très bien se connaître. Moi, je sais que les trucs un peu trop d'emblée métalinguistiques, comme par exemple Fontanier sur le japonais, moi ça m'ennuie tout de suite, ça m'intéresse pas. En fait, j'aime bien découvrir la règle de grammaire par moi-même, donc avoir plein d'exemples
et comprendre en réfléchissant, en me disant bah oui, mais alors en fait ça veut dire que ça fait ça, etc. Assimil fait un peu et ça. mon frère c'est tout l'inverse, tu vois, il aime pas les trucs qui te donnent des items ou des exemples sans t'expliquer. Il aime bien avoir du cours de grammaire pure, quoi. Donc faut vraiment bien se connaître et puis trouver l'outil qui te convient mieux, quoi. Mais chacun son outil. Chacun son outil. Du coup la question c'était est-ce que vous prenez quand les langues, ces langues-là, est-ce que c'est plus pour l'analyse linguistique, ou en tout cas s'il y a d'autres langues que vous voulez apprendre, est-ce que vous les apprenez plutôt pour l'analyse linguistique ou plutôt par plaisir, ou les deux? Plaisir. Plaisir. Parce que c'est tellement déconnecté de la linguistique pure. Ouais. En plus, on travaille en linguistique, il faut quand même prendre de plaisir. Oui, tu vois, ouais. Non, non, moi j'ai... ouais. Sinon, on a l'impression de travailler tout le temps, genre, t'imagines. J'avoue que ce serait un peu rude. Non, oui, ce serait pour le plaisir. Ça aurait rien à voir avec la linguistique. Parce qu'il peut y avoir des phénomènes très intéressants d'un point de vue phonologique, par exemple, puisqu'on est phonologue, sans forcément que la langue t'attire pour des raisons intimes, tu vois. Oui, c'est ça. Et inversement, tu peux être attiré par des langues où il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau... Tu vois, enfin, moi je travaille sur la structure syllabique. Bon, bah sincèrement, le japonais, il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, c'est tellement... C'est assez limpide. Il y a des non, puis mais il y a des phénomènes aussi syllabiques en japonais, mais c'est moins immédiatement intéressant pour moi. Mais par contre, c'est une langue qui m'attire. Donc bon bah écoute, je préfère apprendre une langue qui m'attire parce que tu seras de toute façon plus motivé que apprendre une langue juste parce que j'en ai besoin pour travailler. A priori, j'en ai pas besoin pour travailler de la langue. Hein. En linguistique, j'ai fait une thèse sur une langue que je maîtrise pas du tout. Hein. Donc comme t'en as pas besoin, si t'as pas besoin de l'apprendre, tu l'apprends pas, quoi. Faut en avoir envie. Ok, très bien. Donc quels conseils, alors pour apprendre des langues, forcément le mieux c'est d'aller dans le pays, comme tu le disais, de voyager, quoi, finalement. Bah, on a tous un peu été à l'étranger, je pense, hein. Toi t'avais été en Allemagne, dans la même ville que moi. Ouais, dans la même ville. C'est fou. C'est une ville connue par personne en plus, c'est genre... personne connaissait... Non, c'est la plus belle ville d'Allemagne. Heidelberg, c'était génial. C'est fabuleux. T'es resté un an aussi. Ouais. J'habitais sur la Hauptstrasse. Coucou les copains. C'était bon le temps, mais bon après toi t'y es allé quoi, il y a 2010 ou quelque chose comme ça? Ouais, 2010-2011 je crois. Je suis allé en 2015. Ah, c'est récent, t'as bien de la chance. Je suis un enfant, moi. Mais j'y suis retournée il y a quoi, il y a 2 ans aussi, ou 2-3 ans, et ça n'a pas changé, quoi, c'est fou. Il n'y a rien qu'à changer, quoi. La Hauptstrasse, il y a les mêmes boutiques les unes après les autres. Si, j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui avait changé, mais je sais plus ce que c'était. Mais du coup, tu retrouves tout, quoi, c'est trop bien. Tu retrouves tes marques et tout. Et du coup, on va à l'étranger donc pour un séjour linguistique, que ce soit Erasmus ou autre chose, mais aussi, comme disait Samantha, pour faire un doctorat, c'est toujours intéressant d'aller à l'étranger pour faire un doctorat. On est à la fois dans un bain linguistique et en même temps on fait son doctorat. Puis même certainement l'environnement est différent, quoi. Donc la question c'est qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui hésite à partir à l'étranger, du coup? Faut y aller. Oui, c'est ça. Au contraire, moi je trouve qu'un doctorat à l'étranger, c'est plus fort dans un CV, déjà. Genre, surtout dans l'environnement actuel de la recherche, ça fait quand même un boost sur les CV. Voilà. Ou une expérience pendant les doctorats à l'étranger, parce que maintenant on peut faire une année à l'étranger pendant les doctorats. Donc ça fait quand même un réseau, des contacts. Il n'y a que des points positifs en fait. Ça fait du CV. Faut s'en foutre, comme tu disais précédemment. Faut vraiment. Il y a que des bons côtés à partir à l'étranger. Donc franchement, je vois pas pourquoi on se priverait. En plus, faut profiter que c'est l'âge où a priori on n'a peut-être pas encore trop de contraintes professionnelles ou familiales. Donc franchement... Après, s'il y a des contraintes, il faut en parler, discuter. Faut en discuter et tout, mais franchement, faut essayer de le faire, hein, mais vraiment c'est... Toi, c'était ta première grande expérience à l'étranger à Heidelberg ou t'avais été... Non, alors en réalité, quand j'étais en 3e, j'étais déjà en classe européenne allemand, et du coup, on avait fait un échange, j'étais partie 6 semaines en Allemagne, et ensuite on avait accueilli nos correspondants 6 semaines. À l'époque, 6 semaines dans une langue que je maîtrisais pas, pas très bien, c'était quand même à l'âge que j'avais, on avait 15 ans, donc c'était déjà une expérience assez conséquente. Et puis je faisais beaucoup de voyages linguistiques l'été aussi, mes parents me payaient des voyages, je faisais une semaine en Allemagne, j'ai fait des semaines en Irlande aussi, enfin voilà. Donc j'avais déjà fait un petit peu.
Et puis... et le plus long, là, vraiment un an. Le plus long, vraiment un an, c'était Heidelberg, mais bon, c'était comme si j'étais chez moi, quoi. Enfin, c'était Erasmus, d'ailleurs? C'était Erasmus, ouais, tout à fait. Et j'ai pris le maximum que je pouvais. Erasmus, tu peux faire que 12 mois. Et donc j'ai pris 12 mois quasiment jour pour jour, quoi. Je suis restée le plus possible. Je rentrais quasiment pas en France. Ruprecht Karls Université, ouais. Donc c'était en master ou en licence, d'ailleurs? C'était en master, c'était en deuxième année de master. Et j'ai bien fait de partir en plus à l'époque parce que j'étais à l'époque dans une fac où j'avais fait mon M1 et j'ai appris par mes copines qui étaient restées en M2 que j'avais bien fait de partir parce qu'il n'y avait pas assez d'effectifs en M2. Donc les M2 suivaient les mêmes cours que les M1 qui étaient exactement les mêmes cours qu'on avait déjà suivis. Donc en fait ça m'aurait rien apporté de rester en France. Et j'ai bien fait parce que du coup l'Allemagne j'ai pu... En plus je suis allée à Heidelberg un petit peu par... Enfin, j'ai un peu louvoyé. En réalité, mon UFR était couplé avec Kiel, je sais plus, dans le nord de l'Allemagne. Et j'avais pas du tout envie d'aller là. Enfin, ça faisait vraiment vieille ville industrielle pas belle, sur la mer du Nord en plus, donc ça devait faire super froid. Enfin, c'était pas beau, j'avais pas envie d'y aller. Et j'avais très envie d'aller à Heidelberg. Et donc quand je suis allée demander à l'université si je pouvais aller à Heidelberg à la place, ils ont accepté. Et du coup je suis allée à Heidelberg. Mais à Heidelberg il n'y avait pas d'UFR de linguistique. Donc en fait j'avais le droit de prendre tous les cours de la fac et de choisir ceux qui m'intéressaient. Donc j'avais pu prendre... en gros il fallait juste que j'ai mes crédits ECTS. Et donc du coup j'ai pris plein de trucs en psycholinguistique, des cours de langue, enfin j'ai fait plein de trucs et c'était vraiment hyper enrichissant parce que du coup j'ai pu prendre plein de cours dans des sujets très différents. J'avais pris un cours de sociolinguistique des langues d'Asie du Sud-Est, enfin des trucs improbables, tu vois, enfin vraiment, mais c'était très très cool parce que du coup j'ai appris plein de choses différentes que j'aurais pas appris si j'étais restée en France. C'était une super expérience. Et toi, Samantha, t'avais, si j'ai pas de bêtises, t'avais été à Berlin mais t'avais pas trop aimé. Enfin, en tout cas, t'avais hésité ou alors. Oui, alors moi, la thèse, je la cherchais comme la chose plus importante. Moi, je voulais faire une thèse. Je voulais absolument faire une thèse. Mais genre, dès que j'ai fait mon mémoire, dès que j'ai commencé mon master, moi, je voulais faire une thèse. En fait, je voulais être chercheur dans la vie. Voilà, ça arrive. Avant, je voulais être un mannequin. Et après, j'ai compris que ça pouvait plus marcher. Donc, je me suis dit, mon mannequin, chercheur, voilà. Et donc, je suis allée en Allemagne parce que le but, c'était d'entrer dans une école pour faire un doctorat de recherche. Mais ça n'a pas trop marché parce que j'arrivais pas à apprendre l'allemand. En fait, c'est une thèse déjà sur l'allemand pour détecter la dyslexie chez les enfants allemands. Donc, il fallait quand même beaucoup de compétences que je pouvais pas y avoir, mais j'étais pas motivée en fait aussi. C'était toute, j'étais pas motivée, je m'entendais pas bien, je me sentais pas bien en fait. Je trouvais que les gens étaient trop froids, ouais, sauf les étrangers. Bon, j'avais plein d'amis italiens, j'ai rencontré plein d'Italiens, c'était génial. Mais avec les Allemands, il y avait quand même une distance. Je suis quand même méditerranée, donc j'avais du mal en fait. Mais j'étais pas assez motivée de rester. Je crois aussi que ça jouait. J'ai pas abouti, mon séjour n'a pas abouti une thèse, mais Berlin c'est magnifique. Hein. Tu peux faire plein de choses, quand tu es jeune tu t'éclates, donc moi je le conseille. Ouais, moi mon frère il y habitait aussi pendant un an, il a adoré. Il y a vraiment une vie, c'est pas cher, maintenant ça commence à devenir cher, mais c'est pas cher comme Paris ni comme Londres en fait. Il y a plein de villes, il y a plein d'étrangers, il y a plein de possibilités, et ça bouge énormément en fait. C'est super dynamique, voilà, c'est ça. Et donc c'était pas mal, mais non. Voilà. Bah après, j'ai senti, genre, on arrive à un moment, je devais choisir si chercher un travail parce que j'ai un peu travaillé, mon contrat s'est terminé, donc c'était un moment où je devais choisir entre chercher un travail ou rentrer chez moi. Et j'ai senti dans moi que c'était une belle expérience, j'avais beaucoup appris, mais c'était le moment de rentrer chez moi. Moi, genre un truc, voilà, c'était cool, mais toute ma vie, encore, non. Voilà.